Bonjour à tous. Je pense que vous nous entendez. On a eu un petit contretemps technique, on s'excuse. Donc la conférence va pouvoir commencer. Aujourd'hui, on va parler sur donc de l'utilisation des FDS, des produits d'assainissement en béton pour attester leur impact environnemental. Le webinaire va se répartir en 3 parties. À chaque fin de partie, on aura les deux intervenants procéderont pourront répondre à vos différentes questions. Les questions, il vous suffit de les écrire via le chat qui est situé sur votre droite. Et en fin de chaque partie, on y répondra. Aujourd'hui, les deux intervenants qui vont vous présenter ce webinaire sont Audrey Lapouge, qui est ingénieure environnementale, et Lionel Monfron, directeur produit marché du CERIB. Je vous laisse la parole, Audrey et Lionel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Merci Audrey pour l'introduction. Alors, pour rentrer directement dans le sujet, les produits d'assainissement, ça fait un moment maintenant qu'on évalue au CERIB leur impact environnemental. Alors, pourquoi au CERIB? Parce que le CERIB, c'est le Centre d'études et recherches pour l'industrie du béton. Donc, nous sommes un centre technique et nous accompagnons les industriels dans toutes leurs problématiques. Et au vu de l'urgence climatique, on va dire ça comme ça, eh bien, on cherche de plus en plus à connaître l'impact des produits, donc aujourd'hui l'impact des produits d'assainissement en béton, et savoir éventuellement comment on peut les adapter à différents cas de figure et potentiellement les améliorer et créer toujours de nouveaux produits. Alors, pour attester de cet impact environnemental, on utilise des FDES, donc des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Et avec les industriels des produits d'assainissement en béton, au CERIB, on a commencé à rédiger ces déclarations en 2004. On a fait une première version pour les tuyaux d'assainissement et les regards de visite. On a poursuivi avec notamment les fosses septiques. À côté de ça, on a également réalisé des études pour comparer différents réseaux d'assainissement et voir en termes d'impact environnemental qu'est-ce qui pouvait jouer, quels étaient les différents contributeurs. Et à partir de là, on a développé un logiciel Audit Plus qui vous permet de dimensionner vos réseaux et donc d'estimer les impacts environnementaux dans différentes configurations. Voilà, donc c'est à peu près la trame de la présentation d'aujourd'hui. Alors, les FDES, qu'est-ce que c'est? C'est un document synthétique qui va présenter différents impacts environnementaux. Ces impacts environnementaux, ils sont tirés de la méthode de calcul d'analyse de cycle de vie, que je vais vous présenter rapidement ensuite. Et ils sont complétés aussi par des informations sanitaires et de confort. C'est un document et des méthodes de calcul qui sont standardisées avec une norme européenne, la NFEN 15804. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du territoire de l'Union européenne, on a les mêmes méthodes de calcul et le même format de document qui permet des échanges et éventuellement des comparaisons, voilà, au plus juste et avec la même base. Ces documents sont ensuite vérifiés par une tierce partie indépendante pour avoir un regard critique externe. Alors, il existe en France plusieurs types de déclarations. Vous allez pouvoir trouver des FDES qu'on appelle individuels, qui vont être spécifiques à un produit ou éventuellement une gamme et spécifiques surtout à un industriel. Ou alors, vous allez avoir des FDES qu'on appelle collectives, qui vont être définis sur un produit, mais pour une collectivité d'industriels. Et au CERIB, on fait les deux, mais aujourd'hui, je vais surtout vous présenter les FDES collectives pour les produits d'assainissement en béton. Alors, l'analyse de cycle de vie, c'est une méthodologie
reconnu, qui fait l'objet d'un consensus international et qui permet en fait de regarder toutes les différentes étapes du cycle de vie donc d'un produit, depuis l'extraction des matières premières, en passant par sa fabrication, sa mise en œuvre, son utilisation, et jusqu'à sa fin de vie, avec les différentes filières d'élimination, de recyclage ou d'autres options en fonction de ce qui est possible et surtout réalisé la plupart du temps. C'est une méthodologie multicritère, donc on va travailler sur plusieurs indicateurs environnementaux et pas uniquement le réchauffement climatique, et on va regarder tout ce qui entre et tout ce qui sort. Donc les consommations, les différents rejets. Est-ce que je consomme de la matière première ou de l'énergie? Est-ce que je rejette des déchets ou différentes émissions dans l'air, dans l'eau, dans le sol? Ce qui va conditionner cette étude d'analyse de cycle de vie, ça va être ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, comme son nom l'indique, elle est précisée pour la fonction, en fait, elle précise la fonction du produit. Donc, ça va être une performance quantifiée d'un produit qui va être destiné à être utilisé comme unité de référence pour faire notre calcul d'analyse de cycle de vie. Cette unité fonctionnelle, donc, elle est définie par les performances caractéristiques du produit. Elle va définir un flux de référence et elle précise également la durée de vie des produits. Alors, pour vous donner un exemple, c'est très parlant notamment sur les peintures, où l'unité fonctionnelle, ça va être avoir suffisamment de peinture pour couvrir 1 mètre carré de parois, enfin de murs, avec une opacité de 0,98 pendant 15 ans. Où là, on voit bien qu'on a une notion de performance avec cette opacité à 0,98, la durée de vie, le pendant 15 ans, et le flux de référence, ça va être la quantité nécessaire pour couvrir ce 1 mètre carré. Donc on verra ensuite quelles unités fonctionnelles ont été choisies pour les réseaux pour résumer au mieux leur performance et leur fonction. Une fois qu'on a cette unité fonctionnelle, ça va vraiment définir le cadre. Vu qu'on a la quantité, on a la durée de vie, donc on va savoir sur combien de temps, sur quelles étapes on peut réaliser notre analyse. Donc ça va vraiment définir ce qu'on appelle les frontières du système et tous les processus élémentaires qu'il faut prendre en compte. Donc je vous ai parlé des étapes qui sont définies par les normes, depuis la fabrication jusqu'à l'éventuelle démolition ou déconstruction, enfin en tout cas à la fin de vie de l'ouvrage. Mais donc on va regarder tout ce qui va être consommable, les produits complémentaires, les consommations de ressources et tout ce qui en sort avec les potentielles valorisations ou les sorties de déchets, d'émissions. Voilà. Pour les produits d'assainissement, il y a une étape sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse, qui est évidemment la vie en œuvre pendant en fait l'utilisation de l'ouvrage. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors nous, on va regarder tout ce qui va être maintenance et donc notamment les remplacements de filtres, les vidanges ou l'hydrocurage des réseaux. Mais après, il y a certaines limites à la méthode de calcul et donc par exemple, on ne va pas prendre en compte le fonctionnement et donc le traitement des eaux par les fosses septiques. Donc ça peut être une limite à la méthode de calcul dans le cadre des FDES. En revanche, le fonctionnement des fosses septiques peut tout à fait être intéressant à étudier dans le cadre d'une analyse de cycle de vie comparative, enfin, dans le cadre d'une étude autre pour comparer différents systèmes. Je vous ai dit que c'était une méthode multicritère. Les normes la norme européenne et le complément national français nous demandent d'étudier 26 indicateurs environnementaux différents. On parle beaucoup de réchauffement climatique, mais certains autres indicateurs peuvent être très intéressants, notamment tout ce qui va être acidification des sols et de l'eau ou tout ce qui va être l'eutrophisation en fait avec la pollution de l'eau. On peut s'intéresser à l'épuisement de ressources, les consommations d'énergie ou les rejets de déchets. L'utilisation d'eau douce sur les réseaux peut également être un aspect à étudier. Alors, pourquoi des FDES? Parce que l'analyse de cycle de vie au niveau du produit nous permet après de faire
l'évaluation environnementale d'un ouvrage complet. Ça peut être au niveau d'un bâtiment, comme c'est demandé dans la future réglementation environnementale, la RE 2020, où grâce à toutes les FDES qui sont enregistrées dans la base INIES, les bureaux d'études peuvent se connecter directement sur cette base et faire la modélisation d'un bâtiment, voire d'un quartier complet, donc avec les réseaux et les systèmes d'assainissement. Ou alors, il existe également d'autres logiciels, d'autres comparateurs, comme le logiciel Canopé, qui a été développé par les canalisateurs de France et qui permettait de réaliser un réseau complet avec les revêtements, l'asphalte, et donc ils avaient pris les différentes données réalisées par les différents syndicats, la base de données carbone de l'ADEME, et utilisaient également les FDES, regards de visite et tuyaux d'assainissement en béton que nous avons réalisés. Donc comme ça, on voit bien qu'on participe aussi à l'évaluation d'un réseau complet fait par d'autres personnes. Il y a également la base de données Diogène, qui est issue d'un groupe de travail de l'Association française de génie civil. Et là, c'est la même chose. En fait, c'est une base de données spécifique juste pour le génie civil qui regroupe les données des cimentiers, du laitier, de l'UNPG, donc pour tout ce qui est granulat, mais également tout ce qui va être réseau, donc les FDES que nous avons réalisés. La base de données Diogène, vu qu'elle récolte différents types de données issues de sources différentes, rajoute en plus des critères d'évaluation sur la qualité des données récoltées pour que vous puissiez utiliser les meilleures données, enfin les données les plus pertinentes pour vos projets. Alors du coup, quels sont les FDES que nous avons réalisés? Je vous ai parlé des FDES de 2004 à de 2008. Une FDES, il faut savoir que c'est valide 5 ans. Donc du coup, il a fallu les mettre à jour. Évidemment, les méthodes de calcul évoluent, les produits évoluent. Donc nous avons réalisé une mise à jour actuellement des tuyaux d'assainissement et des regards de visite. Alors pour les tuyaux d'assainissement, l'unité fonctionnelle que nous avons choisie, c'était assurer le transport sur 1 mètre linéaire de tuyaux en béton avec un diamètre de 400 pour évacuer tout ce qui était eau usée, eau pluviale ou de surface, avec une durée de vie de 100 ans. Et on arrive aux indicateurs que vous voyez, avec notamment un réchauffement climatique aux alentours de 30 kg équivalent CO2, donc ce qui n'est vraiment pas énorme, bien que sur un réseau complet, ça puisse monter un peu, mais ces impacts sont notamment dus au circuit court. Parce que quand on voit les hypothèses qu'on a utilisées pour réaliser cette FDES, les hypothèses sont fournies en fait par les fabricants. Donc ce sont vraiment les données propres des fabricants qui sont utilisées pour modéliser la fabrication et tout ce qui est transport. On s'est basé sur les fabricants certifiés par la marque NF et on a utilisé donc leur distance d'approvisionnement avec une moyenne à 114 km. Donc on est vraiment sur un maillage du territoire assez intéressant avec des distances courtes, ce qui permet notamment de diminuer les impacts du transport. Pour tout ce qui est mise en œuvre, nous nous sommes basés sur les règles de l'art qui sont appliquées actuellement, donc le fascicule 70, avec les dimensions de la tranchée, les différentes méthodes de pose, les chutes remontées par les fabricants, mais en revanche, nous n'avons pas pris en compte dans cette FDES les matériaux d'excavation et de remblayage. Pourquoi? Parce que en fait, on s'est rendu compte que dans les différents logiciels de modélisation d'ouvrages, ces matériaux étaient déjà rajoutés. Donc les avoir dans les logiciels de modélisation et dans la FDES, on se retrouvait avec un double comptage des impacts, ce qui est évidemment à éviter. Sur la vie en œuvre, nous avons bien pris en compte l'inspection des réseaux et l'hydrocurage avec la gestion des boues en déchets. Pour la fin de vie, actuellement, la méthode, c'est
la pratique courante, c'est de laisser les réseaux en place. Donc, nous n'avons pas comptabilisé d'impact. Nous avons également mis à jour la FDES sur les regards de visite. Elle est disponible tout comme sa consoeur sur les tuyaux sur la base Ignies ou sur le site du CERIB. Et donc là, nous avons pris une unité fonctionnelle, donc un regard de visite de 1,80 m de fil d'eau, un diamètre 1000, puisque c'est un regard de visite, il faut pouvoir l'inspecter. Donc voilà, qui permet l'accès au personnel, avec également une durée de vie de référence sur 100 ans. Je vous ai également remis quelques extraits des indicateurs environnementaux avec les résultats sur le réchauffement climatique à 228 kg équivalent CO2. C'est raisonnable. Également, les hypothèses prises en compte. Donc, on est également sur des produits certifiés par la marque NF, avec là une distance d'approvisionnement moyenne de 70 km. Donc, on a vraiment un bon réseau et des circuits vraiment courts, une bonne distance d'approvisionnement. Sur la mise en œuvre selon le fascicule 70, c'est la même chose. La pose du regard dans la tranchée, les éventuelles chutes lors de la mise en œuvre. Et pareil, on n'a pas pris en compte les matériaux d'excavation, de remblaiement. Pour la vie en œuvre, l'inspection des réseaux est obligatoire avec un hydrocurage régulier et la fin de vie avec la mise en place des réseaux. Est-ce que tout va bien sur cette première partie? Est-ce que vous auriez déjà des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point? Alors, nous avons une question de Leroy N. Devez-vous utiliser obligatoirement les 26 indicateurs? Alors, oui, en effet, la norme, donc la NFEN 15804, qui qui définit les règles de calcul pour les FDES, nous demande de calculer à minima 24 indicateurs, donc qui sont communs à toute l'Europe, enfin l'Union européenne, et le complément national français à cette norme rajoute 2 indicateurs, la pollution de l'eau et la pollution de l'air. Donc nous sommes obligés en France, quand on réalise une FDES, de calculer ces 26 indicateurs. Après, c'est dans le cadre des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Si jamais on faisait une analyse de cycle de vie du produit, pas dans le cadre d'une fiche de déclaration, mais juste pour évaluer l'impact du produit ou pour faire une comparaison ou ce que vous voulez, on pourrait choisir ces indicateurs, pas forcément tous, ou d'autres, en fonction de ce qui serait pertinent dans l'étude. Très bien. Ta réponse a amené une seconde question. Un produit non NF peut-il faire l'objet d'une FDES? Ah oui. Alors c'est vrai que là, du coup, c'était une demande de la collectivité des industriels. Donc vu qu'on est sur une FDES collective, on a dû se limiter. Donc là, on a vraiment pris que les fabricants ayant la marque NF. Après, les FDES peuvent être réalisés par tout un chacun. Il n'y a absolument aucun problème. On a également réalisé des FDES collectives pour des produits qui n'ont pas de marque NF. Vous pouvez faire des FDES individuels sur tous les types de produits. Il n'y a aucune limite. C'est juste là, dans ce cadre-là, cette FDES est limitée aux produits de la marque NF. Mais après, on pourrait réaliser n'importe quelle FDES. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Alors, si on a fait ce choix-là, c'est que la grande majorité d'abord des usines en France disposent de la marque NF, d'une part, et ensuite, si l'on veut raisonner de façon homogène avec des produits, je dirais, qui vont avoir des performances équivalentes et garanties, je dirais ce socle minimal de la marque NF, je dirais, encadrait bien finalement les produits et était pour ce produit-là largement représentatif du marché. Très bien, merci pour ce complément Lionel. On a une question de la part de Christelle T. Quel logiciel avez-vous utilisé pour réaliser la CV? Alors nous utilisons le logiciel CIMAPRO avec la base de données EcoInvent. Alors c'est vrai qu'après,
en fonction des bases de données et éventuellement des logiciels, il peut y avoir quelques écarts d'une FDES à l'autre sur les résultats, mais normalement rien de transcendant. Oui, c'est pour ça qu'il y a une vérification. Et une vérification indépendante qui permet justement de pouvoir vérifier que les hypothèses prises, y compris les outils qu'on va utiliser, je dirais, sont pertinents. Tout à fait. D'accord. On a une dernière question de Leroy N. Vous dites que le résultat de 228 pour les RV est raisonnable, c'est-à-dire, point d'interrogation, et en comparaison avec quoi? Alors justement, ça va introduire la deuxième partie où Lionel va vous présenter l'étude QER, donc qualité environnementale des réseaux. Merci pour cette question. Donc Lionel, on te laisse reprendre le webinaire. Voilà, je vais vous donner quelques éléments sur le sujet. Audrey vous a présenté les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, donc des tuyaux et des regards. Comme elle vous l'a indiqué, dans cette étude, on s'est limité, je dirais, à la fabrication de ces produits, à leur pose et à leur vie en œuvre, et on n'a pas pris en compte l'ensemble des opérations, je dirais, de déblaiement, de remblaiement, et donc voilà, pour ne pas avoir de doublons avec d'autres logiciels, mais aussi parce que mais il nous est apparu important néanmoins de savoir effectivement l'ensemble de l'opération, comment nous nous positionnerions vis-à-vis d'autres produits. Et donc effectivement, on a fait une étude il y a quelques années sur ce sujet-là. Alors, j'avais pas prévu de vous présenter les résultats comparatifs de cette étude, mais plutôt de vous montrer la méthodologie qu'on avait suivie. J'ai besoin qu'Audrey me passe les diapos. Voilà. Donc, voilà, donc sur cette étude, comme Audrey vous l'a expliqué, pour faire une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, il faut d'abord définir une unité fonctionnelle. Et pourquoi et c'est d'autant plus important quand on fait une étude comparative que l'on veut comparer finalement un réseau qui va avoir la même fonction. Et donc, quand on a fait cette étude il y a quelques années, on a défini l'unité fonctionnelle de la façon suivante. Et puis, il y a différents codes couleurs dans la façon d'écrire, je dirais, cette unité fonctionnelle pour vous expliquer pourquoi on a fait ces choix. Donc, transporter dans un tuyau de 400 mm sur 1 km des eaux pluviales usées ou de surface gravitairement. Alors pourquoi 400 Je dirais c'est le seul choix délibéré qu'on avait fait dans cette opération. Tout simplement, on voulait comparer les tuyaux qui représentaient le plus fort volume de fabrication des produits en béton. Voilà, c'est clairement ce diamètre-là qui conduit aux plus fortes productions. C'est pour ça qu'on avait choisi ce diamètre 400. Pourquoi on l'a exprimé sous forme de diamètre et pas sous forme de débit? Tout simplement parce que dans le dimensionnement d'un réseau, quel que soit le matériau, on va prendre les mêmes coefficients d'écoulement. C'est ce que rappelle bien le mémento technique de l'ASTE publié il y a 1 ou 2 ans maintenant. Et qui reprenait l'instruction technique de 77 sur le réseau d'assainissement. Donc finalement, raisonner en diamètre ou raisonner en débit revient au même d'un point de vue fonctionnel, quels que soient les matériaux. Un même diamètre permettra de transporter le même débit. Cette unité fonctionnelle, au-delà de ce transport, je dirais donc d'un certain débit pendant 1 km d'eau usée et de pluviale et de surface, on a défini également que ce réseau, il était à une profondeur d'1,80 m. Alors pourquoi une profondeur typique d'1,80 m? Tout simplement parce que il y a maintenant quelques années, mais les choses n'ont pas beaucoup changé. Il y avait une enquête qui avait été faite par l'ASTE, l'Association scientifique et technique de l'eau et de l'environnement, sur les réseaux qui se posaient en France en assainissement et la profondeur moyenne de ces réseaux était d'1,80 m au fil d'eau. D'où ce choix, 1,80 m au fil d'eau.
on a décidé que ces canalisations étaient posées dans les sols peu agressifs, ce qui est le cas dans des sols peu agressifs, pardon, ce qui est le cas général et courant, hein, en respectant les règles d'autocurage, parce que bien sûr, on est parti sur le fait qu'on réalisait un réseau dans les règles de l'art, hein, et que par conséquent, bien sûr, on lui donnait la pente nécessaire pour ne pas avoir de blocage et pour pouvoir assurer un bon fonctionnement hydraulique, hein, et là aussi, on s'est basé finalement sur les approches très classiques du mémento de Lasté ou qui sont préconisées dans les normes européennes telles que le N16933-1 par exemple. Et puis, un réseau sans accès, c'est un réseau qui ne fonctionnera pas sur le long terme, hein, et donc on a pris en compte le fait que sur ce réseau, on allait positionner des regards de visite et au moins un regard de visite de 1000 de diamètre intérieur tous les 80 mètres, ce qui est l'exigence du fascicule 70. Ça nous permettait voilà, de définir des conditions représentatives d'un réseau, hein, et pouvoir, j'irais au-delà de la seule fabrication, de pouvoir voir l'impact complet qu'aurait la pose d'un réseau en béton. Alors bien sûr, la question qu'on pouvait se poser, c'est mais finalement ces hypothèses, quel est, j'irais, leur impact sur le résultat, hein, et si on se compare à d'autres matériaux, est-ce que le fait de s'être enterré d'1,80 m plutôt que 1 m ou 3 m pouvait changer les choses? Donc notre étude, au-delà de cette unité fonctionnelle de base, on a fait un certain nombre d'études de sensibilité. Hein, on avait pris un diamètre de 400, on a fait le même exercice en prenant un diamètre de 600 pour voir si les résultats seraient différents. On avait une profondeur de réseau d'1,80 m. On a fait aussi l'exercice en mettant, je dirais, le tuyau uniquement à 1 m de couverture ou à 3 mètres de couverture, hein, pour prendre, je dirais, l'essentiel du spectre des possibilités. Et puis, concernant les accès, on a pris en compte que quand on est en milieu urbain, on a des regards plutôt plus fréquents que tous les 80 mètres, hein, puisqu'on s'impose d'avoir les changements de direction et puis les branchements au niveau des regards de visite. Et donc, on a fait une variante en se basant sur des accès qu'on aurait positionnés tous les 40 mètres. Voilà. Donc ça nous a permis, je dirais, de définir clairement l'unité fonctionnelle qui nous permet d'évaluer un réseau complet posé. Si tu peux passer le slide d'après, voilà. Donc là, je vous ai récapitulé un petit peu les choses. On avait pris une distance d'approvisionnement qui était un petit peu supérieure à celle qu'on a pris en 2020. L'étude, elle datait de 2013. En 2013, notre distance moyenne, elle était de 150 km pour l'approvisionnement des tuyaux. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on actualise les FDS régulièrement. C'est pour prendre en compte finalement la réalité industrielle qui évolue. Hein. Les largeurs de tranchées. Alors les largeurs de tranchées, c'est un point qui est important parce que bien évidemment, ça va impacter, je dirais, sur les déblais remblais. Et là, on est parti sur l'hypothèse, je dirais vertueuse, hein, de prendre des largeurs de tranchées qui sont conformes au fascicule 70, hein, avec un blindage d'une épaisseur de 10 cm, comme prescrit dans le fascicule 70. Concernant les modes de pose, on est conforme au fascicule 70 avec, je dirais, une petite particularité, hein, qui est que quand on est en tuyau rigide, que ce soit des tuyaux en béton, que ce soit des tuyaux en grès, que ce soit des tuyaux en fonte, je dirais un remblayage soigné ne s'impose que jusqu'au rein du tuyau, hein, alors que quand on est en tuyau flexible, on va s'imposer d'avoir des remblayages soignés 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Donc là, on a un petit delta, je dirais, sur les conditions de pose. Et puis une deuxième question qu'on s'est posée, je dirais pour prendre en compte, je dirais les réalités de nos jours, hein, c'est de se dire finalement, est-ce que l'impact environnemental serait grandement changé si l'on utilisait des matériaux extraits de fouilles, hein, et donc si on n'évacuait pas les matériaux pour en ramener des neufs, hein, ce qui est la pratique courante de 90% des chantiers encore, hein, de ne pas utiliser les matériaux excavés. La suivante.
Voilà, donc là on vous a résumé, je dirais, nos hypothèses donc de mise en œuvre sur la tranchée, voilà, avec une tranchée conforme au fascicule 70, des matériaux compactés, comme requis dans le fascicule 70, et l'hypothèse qui a été prise, c'est d'avoir des sables et graviers rapportés quand on a des matériaux rapportés, et puis de ne pas tenir compte, je dirais, de la nature exacte des remblais quand ils sont excavés de fouilles et remis en œuvre. Le slide d'après, voilà. Donc, nous avons, je dirais, à partir de ça, développé un écologiciel pour permettre, je dirais, d'évaluer l'impact de la pose d'une canalisation au-delà du simple diamètre de 400 mm que nous avions pris dans notre étude. Donc le logiciel Oduc, peut-être que vous êtes un certain nombre à le connaître. On le connaît surtout parce que c'est un logiciel qui permet de faire le dimensionnement mécanique des canalisations, mais on a rajouté donc un module au-delà de ce dimensionnement mécanique pour se dire, voilà, ayant un réseau, quel va être l'impact environnemental de ce réseau, et pour compléter finalement l'approche que l'on avait par nos fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui étaient publiées pour du 400 mm, et de se dire voilà, il est aussi important de pouvoir se dire si j'avais un réseau de 300, de 500, de 600, de 1000, quel serait mon impact environnemental. Donc ce logiciel vous permet ce calcul, il vous sortira pas une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, puisque là il faudrait qu'elle soit, je dirais, complètement vérifiée par une tierce partie, mais elle vous permettra de voir finalement d'avoir les mêmes résultats avec une légère marge d'incertitude, puisqu'on a dû procéder à quelques extrapolations pour pouvoir arriver à ces résultats. Donc, si vous rentrez dans la partie écologiciel d'Oduc+, vous allez choisir la nature de vos canalisations, donc des tuyaux en béton. On s'est concentré dans ce logiciel uniquement sur le béton, tout simplement parce que c'est les données dont on est propriétaire d'une certaine façon, dont on dispose, voilà, libre aux gens qui font des produits dans d'autres matériaux de faire des écologiciels, mais vous verrez à la fin qu'on a une petite mise en perspective comparative. Une fois qu'on a choisi que l'on avait un tuyau qui était armé ou non armé, sa classe de résistance, on va choisir si on le pose en réseau unitaire, en réseau pluvial, en réseau séparatif. Et on va choisir finalement les données caractéristiques, je dirais, du réseau. Alors la durée de vie des réseaux, on l'a pris à 100 ans. Alors pourquoi 100 ans ? Tout simplement parce que vu les taux de renouvellement actuels des réseaux et les investissements qui sont dans les réseaux d'assainissement, il est illusoire de penser que en moyenne les réseaux seront changés avant 100 ans. On est plutôt sur des perspectives à 150 ans vu le faible investissement. Voilà. Donc une durée de vie de 100 ans, je dirais pragmatique, et on sait que, je dirais, un tuyau en béton, si les écoulements sont correctement réalisés, si l'entretien est correctement réalisé, permet de tenir cette durée de vie. On a la possibilité de moduler la largeur, la longueur du réseau, d'une part, la distance entre les regards. Évidemment, on va choisir le diamètre du tuyau. Et puis, si l'on a les informations précises, on va rentrer les poids des tuyaux, les poids des regards. Si vous ne les avez pas, ce qui sera, je pense, la plupart du temps le cas, le logiciel va vous générer, je dirais, les poids typiques de ces canalisations. Voilà, d'une canalisation de 600 qui va être à 387 km par exemple. Voilà. Vous allez pouvoir jouer sur la profondeur de la tranchée, qui va être repérée par rapport au fil d'eau, et vous allez pouvoir jouer sur la largeur de la tranchée pour pouvoir, je dirais, l'ajuster à votre projet réel. Voilà. Une fois que vous aurez rentré toutes ces données, qui sont relatives finalement à la pose proprement dite, vous allez avoir la possibilité, je dirais, de rentrer des données relatives au transport. Alors là aussi, systématiquement, quand on a des saisies, vous avez des données par défaut. Les données par défaut,
c'est les données de notre étude qualité environnementale des réseaux qui étaient finalement les données moyennes des producteurs. Si vous avez un chantier où vous avez identifié d'ores et déjà votre fournisseur, vous savez qu'il est soit plus loin, soit plus près que la distance par défaut, bah, vous pouvez la rentrer et ajuster finalement votre évaluation environnementale. Vous avez cette même possibilité pour réaliser, je dirais, les travaux en modulant les distances de mise en décharge des matériaux si vous n'utilisez pas les matériaux extraits ou les distances de transport pour l'approvisionnement des remblais où là aussi vous avez les valeurs par défaut de l'étude de 50 km et de 20 km mais vous pouvez les modifier si vous les connaissez. Voilà. Une notion de cadence de pause qui vous est fixée et partant de là, vous allez pouvoir produire vous allez pouvoir produire les résultats quand vous aurez déterminé vos conditions de vie en œuvre. Alors, les conditions de vie en œuvre, on vous a introduit des valeurs typiques par défaut, qui sont celles que l'on avait, je dirais, établies avec nos partenaires pour cette étude. Si vous les connaissez, vous pouvez les ajuster, aussi bien en fréquence, le nombre de curages que vous prévoyez, voilà, si c'est tous les 5 ans, si c'est tous les ans, ou si vous avez une politique, je dirais, du pompier qui va simplement débloquer les réseaux quand ils sont bouchés, mais pas forcément faire un entretien préventif. Et puis vous avez des quantités, je dirais, d'eau consommée qui vous sont données par défaut. Si vous les connaissez parce que vous êtes exploitant et que vous connaissez vos données d'exploitation, vous pouvez les rentrer ici pour les ajuster. Enfin, il y a 2 volets qui ne sont pas enseignés d'ailleurs dans cette démonstration, qui concernent l'infiltration et l'exfiltration des eaux dans les réseaux. Alors ça, c'est un sujet qui est bien sûr sensible. On sait que statistiquement, il y a des taux de perte dans les réseaux, que ce soit dans les réseaux d'eau ou dans les réseaux d'assainissement. Quand on travaille, je dirais, à l'évaluation environnementale d'un réseau neuf, on part nécessairement sur le principe que puisque ces réseaux a été réceptionné suivant les dispositions réglementaires, l'essai d'étanchéité a été réalisé et que donc il n'y aura pas de fuite sur les réseaux. Reste que si vous savez que statistiquement sur la communauté où vous êtes, vous avez un certain taux de fuite en infiltration, en exfiltration, vous pouvez rentrer ce taux de fuite dans ce logiciel pour pouvoir évaluer l'impact environnemental créé par les infiltrations, les exfiltrations dans votre réseau. En fin de vie, on est resté dans cette hypothèse-là sur le fait que les réseaux restaient en place. En fait, on a très peu de réseaux qui sont déterrés à l'heure actuelle. Alors, pour une bonne raison, c'est que, comme je l'expliquais, de toute façon, les réseaux étant relativement peu renouvelés, puisqu'on partait sur des durées de renouvellement supérieures à 100 ans, vu l'âge des réseaux d'assainissement, la plupart sont pas encore arrivés à l'âge fatidique. Et donc, peut-être que la question se posera dans quelques années de la dépose de ces réseaux, mais pour l'instant, ce n'est pas la pratique. Donc, de là, on va sortir les impacts environnementaux, je dirais, de notre réseau, en découplant par couleur, je dirais, ce qui est dû à la production des canalisations, à leur transport, à leur mise en œuvre, remblai compris, donc ici, à leur vie en œuvre, et puis la fin de vie est forcément nulle puisqu'on a considéré que les réseaux restaient enterrés. Alors ces chiffres, bon, comme ça, ils sont pas très faciles à comprendre et ça reboucle avec la question, 228, c'est bien, c'est pas bien, voilà. Je dirais si on a fait cette approche-là, c'est aussi pour pouvoir se poser la question de quelles sont nos capacités pour faire bouger les curseurs. Et donc, voilà, c'est plutôt le slide d'après qui montre, je dirais, sous forme imagée, je dirais, la contribution des différentes phases, je dirais, du cycle de vie, qui va nous permettre, je dirais, de nous améliorer ou de voir notre impact proprement dit. Ici, vous le voyez, vous avez en bleu ce qui relève de la fabrication proprement dit des tuyaux ou des regards en béton, de l'extraction des matières premières jusqu'à leur sortie d'usine tuyaux ou sortie d'usine regard.
Vous avez en rouge que vous le voyez pas très bien, vous le voyez tout juste sur les deux premiers cercles en haut. Vous avez en rouge le transport. Bon, vous voyez que la problématique du transport est pratiquement négligeable quand on a des canalisations en béton par rapport à l'ensemble des autres phases du cycle de vie. C'était pas forcément intuitif. Hein. On a souvent en tête le côté les tuyaux en béton, c'est lourd. Oui, c'est lourd, certes, c'est lourd, mais comme le disait Audrey, le territoire est très bien quadrillé, hein, et donc vous voyez que finalement cet impact transport est relativement négligeable, enfin est tout à fait négligeable par rapport à la production proprement dit du produit ou encore plus par rapport à sa mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est ce que vous avez en vert, voilà. Donc vous voyez que dans la plupart des cas, c'est ce qui est prépondérant. Alors c'est ce qui fait que quand on avait fait notre fiche en 2004, on avait arrêté, je dirais, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire à la sortie usine. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je dirais, on était un petit peu précurseur en la matière. Hein. On fait partie, je dirais, des industries qui avons sorti les premières fiches pour les produits de la construction. Et ça revenait à dire, bah oui, nous, on a un impact environnemental, mais finalement, c'est le poseur qu'on a le plus. À l'époque, c'était pas forcément très très bien compris, hein, et donc on en était resté à voilà notre impact et que les canalisateurs, évaluent le leur. C'est ce qu'ils ont fait hein, dans leur logiciel Canopé. Maintenant, on est arrivé à une approche plus sereine, hein, je dirais, de l'évaluation de l'impact environnemental des ouvrages, où chacun sait qu'il a sa part, voilà, et qu'il a sa contribution. Et je dirais, voilà, il n'est plus tabou de dire que, voilà, pour le changement climatique, c'est la fabrication du tuyau qui va être prépondérante par rapport à la pose, que par contre pour la consommation d'énergie primaire ou encore plus pour les déchets éliminés, c'est la pose qui va être prépondérante. Voilà. Et je dirais cette approche permet, je dirais, de voir finalement l'impact de chacun. Hein, et donc je dirais, lors d'un projet, quand on va se poser la question d'utiliser, je dirais, une canalisation en béton et on va se poser la question dans quelles conditions poser cette canalisation en béton, et bien suivant les choix constructifs que l'on va avoir, suivant les profondeurs, je dirais, de remblai qu'on va utiliser, suivant le fait qu'on va être en tranchée large ou en tranchée plus étroite, hein, mais tranchée plus étroite peut vouloir dire autres matériaux, on va pouvoir, je dirais, justement ajuster, je dirais, notre impact pour voir la part relative, je dirais, de nos hypothèses, hein, et optimiser notre produit. Alors, ce logiciel, il se concentre sur l'évaluation des produits en béton. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez avoir, une vue rapide de ce que ça aurait donné sur d'autres matériaux, on se concentre uniquement sur avoir, incorporé à Auduc les résultats de notre étude qualité environnementale des réseaux. Et donc, on a donné l'information que pour les diamètres 400 et les diamètres 600 en appuyant sur le bouton bleu là que vous avez sur la droite, où là on va vous dire tiens, vous avez un tuyau, vous avez décidé de faire un projet avec un tuyau en 400 ou un tuyau en 600, est-ce que vous voulez comparer son impact environnemental avec celui qui aurait eu le même projet réalisé en polyéthylène, en polypropylène, en PVC, en grès, en polyester renforcé de fibres de verre, et vous aurez la comparaison, je dirais, des différents impacts. Alors, soyons clairs, hein, cette comparaison, nous, on voulait faire les choses, je dirais, de façon partagée. Hein. Et puis, de toute façon, c'est une obligation réglementaire hein, quand on va comparer les performances de différentes filières. Et donc, quand on a fait cette étude qualité environnementale des réseaux, on a mis autour de la table, je dirais, les représentants hein, des différents matériaux que l'on avait traités. Hein. Donc, il y avait des représentants du polyester renforcé de fibres de verre, il y avait des représentants du PVC, du polyéthylène, du polypropylène, il y avait des représentants du grès, hein, et puis comme on avait aussi, fait un certain nombre d'hypothèses en termes de pose des canalisations, on avait évidemment mis autour de la table les canalisateurs pour avoir leur expertise aussi, hein, et pour pouvoir s'assurer
qu'ils adhéraient aux hypothèses qu'on avait prises et que bah voilà, quand on va présenter des camemberts comme je présentais à l'instant, eh bien oui, c'est un avis partagé. La part relative, je dirais, des uns et des autres, c'est pas voilà, il n'y a pas, je dirais, les industriels qui ont tiré la couverture à eux ou les canalisateurs qui ont tiré la couverture à eux pour dire qu'ils étaient plus vertueux. Le résultat, il est partagé. Alors, quand on fait cette approche comparative, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les tuyaux en béton ont deux atouts principaux. Je dirais, un premier atout, c'est que c'est les solutions qui seront les moins consommatrices d'énergie primaire, hein, et de très loin. Hein, voilà, par rapport à toutes les autres solutions de canalisation. C'est également, je dirais, la solution qui a le moins de consommation, je dirais, en matière d'épuisement de ressources. Alors, pour une raison simple, hein, c'est que cet indicateur d'épuisement de ressources, c'est un indicateur qui qui a pour but de traduire, je dirais, la ponction sur les ressources, mais pondéré avec, je dirais, l'abondance de ces ressources. Et les produits en béton étant essentiellement réalisés dans des produits avec des produits relativement communs, hein, des produits minéraux, je dirais, que l'on trouve en grande quantité, je dirais l'impact, je dirais, d'utiliser ces produits est moindre que si l'on recourait, par exemple, comme pour les polyéthylènes ou le PVC, à des ressources pétrolières qui, elles, sont plus rares et donc qui ont un impact plus important sur la ressource. Voilà. Concernant l'impact carbone, parce que c'est difficile de ne pas le traiter, évidemment on l'a regardé, hein, et sur ce point-là, il y avait qu'un seul point saillant, c'est que les tuyaux en grès étaient clairement, je dirais, beaucoup plus producteurs, je dirais, de CO2 que les autres matériaux, que ce soit le béton ou les produits, je dirais, plastiques. Hein, et pour tous les autres indicateurs, on était, je dirais, dans la marge d'incertitude de la méthode d'analyse de cycle de vie, hein, et donc avec des résultats qui voilà variaient de 100, 90, 110, et il se trouve que en matière d'analyse de cycle de vie, tirer des conclusions quand on a des écarts inférieurs à 20%, n'est pas recommandé, tout simplement parce qu'on est dans la marge d'incertitude de ces analyses de cycle de vie. Voilà. Donc, ce logiciel Auduc, voilà, il est en ligne, hein, vous pouvez l'utiliser. Et donc, quand vous aurez, je dirais, à faire l'évaluation environnementale d'un réseau en béton, quel que soit son diamètre, vous pourrez le réaliser. Et puis, vous aurez donc une vue comparative pour les diamètres les plus courants, hein. Je dirais 400 et 600. C'est vrai que sur les diamètres plus importants, il commence à y avoir beaucoup moins de concurrents, et donc l'importance, je dirais, de l'approche, je dirais, comparative est moindre. Merci Lionel. On va peut-être faire une pause question à ce moment-là. On a perdu Audrey. J'ai là. Désolée. Mon micro était coupé. Du coup, je disais, peut-être que ton discours a permis de répondre déjà à cette question. On avait une question de Laurent R. Qui précisait pas de durée d'utilisation définie dans l'unité fonctionnelle. Alors si, d'utilisation. En fait, l'unité fonctionnelle, c'est ce que je vous ai dit, elle prend en compte la durée de vie de référence du produit. On considère dans les calculs, qu'en gros, la partie fabrication mise en œuvre, c'est peanuts, et que la fin de vie, c'est peanuts aussi. Donc en fait, la durée de vie de référence qu'on prend, la durée d'étude, c'est toute la partie utilisation. Donc la durée de vie qui est définie dans l'unité fonctionnelle va définir la période d'utilisation à étudier. C'est Très bien. Et on a une nouvelle question de Leroy N. Savez-vous quels sont les impacts des FDES sur les décideurs, publics ou privés, dans le choix des matériaux aujourd'hui?
alors je dirais là, c'est très variable. C'est très variable. On voit émerger un certain nombre de collectivités qui, dans leurs appels d'offres, pour l'évaluation des appels d'offres, publient leur notation comme c'est requis et donnent une certaine part un impact environnemental, je dirais des solutions proposées. Il y a ça par exemple à la ville de Nice pour un certain nombre de chantiers. Alors des fois, on va être sur, je dirais, une note qui va simplement être basée sur le fait de j'ai fait une déclaration environnementale et à la limite, il n'y a pas sur un seuil, mais uniquement sur le fait qu'au moins on connaît son impact environnemental. Des fois, on va être sur des aspects très très focalisés sur un seul indicateur, qui va être par exemple l'indicateur carbone, mais on a aussi beaucoup dans le domaine des travaux publics, je dirais des focalisations sur le côté déchets, chantier, par exemple. Alors vous le voyez dans l'analyse de cycle de vie que l'on produit, et puis vous l'avez à l'écran, vous avez l'impact des déchets éliminés ou des déchets valorisés. Donc voilà, il y a le choix d'un certain nombre de maîtres d'ouvrage d'aller focaliser sur certains indicateurs. Alors il y a encore beaucoup d'appels d'offres qui n'en tiennent pas compte, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, je dirais, on va se retrouver rattrapé assez rapidement, je dirais, par la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 qui est applicable aux bâtiments, mais aux bâtiments et la parcelle. Alors, clairement, quand on va être en réseau de grand diamètre comme de 400 ou 300, on va pas être directement concerné par le sujet. Ce serait plutôt pour des tuyaux de petit diamètre pour être concerné. Mais par contre, Audrey l'évoquait, on a fait des fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour l'assainissement collectif, pour les regards et pour les tuyaux. Mais on en a fait également pour les fosses septiques. Et les fosses septiques rentrent, alors là, pour le coup, complètement dans la parcelle. Et donc, leur impact environnemental va être pris en compte dans le calcul, je dirais, de l'impact carbone du bâtiment. Alors, dans un premier temps, à titre indicatif, puisque ce qui est, je dirais, à la parcelle, mais non inclus directement dans le bâtiment, ne sera que déclaré et ne rentrera pas dans le calcul pour le respect des seuils. Mais on sait que la réglementation, je dirais, travaille par petits pas, et que un facteur indicatif devient à terme, je serais bien incapable de vous l'indiquer, je dirais une obligation en termes de résultats. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'on s'achemine, je dirais petit à petit pour tous les produits d'assainissement qui sont inclus à la parcelle. Je dirais pour leur prise en compte, au moins déclarative et sans doute à terme dans les seuils. Pour ce qui est des travaux d'aménagement et des travaux publics, on est plutôt pour l'instant dans une optique, je dirais, volontariste, d'un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui vont le prendre en compte dans leurs appels d'offres. C'est pour ça, à l'époque, les canalisateurs avaient développé Canopé. S'ils l'avaient développé, c'était aussi parce qu'il y avait une demande de plus en plus pressante de pouvoir déterminer l'impact environnemental de leur chantier. Ok, très bien, merci Lionel pour cette précision. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie que Lionel vient de présenter? Sinon, on va se projeter un petit peu vers l'avenir et on va vous dire, voilà, on vous a dit ce qu'on a fait en 2020, on va vous dire ce qu'on va faire en 2021. Et puis, si vous avez encore des questions après, n'hésitez pas. Okay. Tout à fait. Alors, en effet, on vous a dit qu'on avait mis à jour les FDES tuyaux d'assainissement et regards de visite en 2020. On vous a dit qu'en 2008, on avait réalisé la fiche des fosses septiques toutes eaux. Mais je vous ai également précisé qu'une FDES n'est valide que 5 ans. Donc, on est un petit peu en retard, mais on va se mettre à jour. Et donc, nous avons prévu pour l'année prochaine, si tout va bien, de sortir d'autres FDES collectives, donc pour l'industrie des produits d'assainissement en béton, avec d'autres diamètres de tuyaux, notamment les tuyaux en 600.
Les boîtes de branchement et d'inspection en 600, mettre à jour la fiche fosse septique toute eau pour un équivalent de 5 EH, donc environ 3 mètres cubes, et prendre en compte également les cuves de stockage d'eau pluviale. Donc ça, ce sont les FDES à venir dans les mois qui viennent. Alors après, les FDES, si jamais vous voulez les utiliser, où est-ce que vous pouvez les trouver? Alors, vous pouvez aller sur la base INIES, qui est la base de données de référence en France, où vous retrouvez toutes les FDES des produits de construction à jour et vérifiés par tierce partie indépendante. Pour les réseaux, c'est assez simple. L'arborescence est assez bien faite. Vous allez dans les produits de construction, évidemment, dans les réseaux, et là, vous avez dans les réseaux en béton les FDES collectives, donc c'est bien surligné en orange sur la partie droite, et vérifié par tierce partie, vous avez le petit check vert, donc voilà, des tuyaux et des regards que nous avons réalisés. Alors, si je peux me permettre un petit ajout, voilà, et un point de vigilance. Quand vous allez aller sur INIES et que vous allez chercher effectivement des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, vous allez tomber sur des fiches pour les produits en béton, mais vous allez aussi tomber sur des fiches pour d'autres produits. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut comparer ce qui est comparable. Hein, comme vous le voyez, hein, dans le libellé, vous avez les diamètres qui sont mentionnés et vous verrez que c'est pas les mêmes diamètres hein, qui sont pris en compte pour les différents produits. Donc attention de ne pas aller comparer des fiches que vous auriez pris tuyaux d'assainissement. Vous allez vous en retrouver avec des tuyaux d'assainissement qui font 150 ou 200 dans certains cas, qui feront 400 dans d'autres. Hein, et évidemment, il faut comparer ce qui est comparable. Sachant que, en théorie, on ne peut pas comparer deux FDES à moins d'avoir exactement la même unité fonctionnelle et que les produits puissent se remplacer l'un l'autre sans modification autre de l'ouvrage. Sinon, il faut raisonner au niveau ouvrage complet et faire les comparaisons à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est la partie un peu technique. Sinon, vous pouvez également trouver les FDES sur le site du CERIB. Nous avons créé une page spécifique sur les FDES où on vous explique un peu la future réglementation, qu'est-ce qu'une FDES, et nous avons mis toutes les fiches de déclaration que nous avons réalisées, entre autres celles qui nous intéressent aujourd'hui avec les produits d'assainissement. Nous n'avons pas encore mis à jour la fiche fosse septique, mais si jamais vous en avez besoin, vous trouvez encore l'ancienne version. Et vous avez également les autres produits si besoin. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour ma part. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a été clair? Alors, merci Audrey. On a une question de Sophie C. Bonjour, comment inclure la FDES dans l'analyse environnementale? Alors, quelle analyse environnementale? Alors, c'est vrai que la future réglementation environnementale est plutôt au niveau bâtiment, comme Lionel l'a précisé. En fait, via des logiciels spécifiques pour réaliser l'étude environnementale du bâtiment, par exemple Elodie, vous avez le moteur de recherche est relié directement dans la base INIES. C'est pour ça que toutes les fiches sont enregistrées sur cette base-là. Seulement, la base INIES fait un tri et ne permet d'avoir que les fiches valides, donc de moins de 5 ans, et vérifiées par tierce partie indépendante. Donc, à partir de cette base de données, le logiciel vous permet d'accumuler, on va dire, les produits relatifs à votre projet. Donc, par exemple, différents tuyaux, différents regards, et vous allez vous-même rentrer les quantités nécessaires, en lien avec votre projet, mais qui se rapportent à l'unité fonctionnelle. Donc, je vous ai dit, l'unité fonctionnelle d'un tuyau, c'est 1 mètre linéaire. Donc, dans votre projet, vous allez rentrer la fiche tuyau et vous allez lui dire j'ai, je sais pas, 120 mètres de tuyau. Voilà, vous allez rentrer la fiche et le 120.
pour les regards, on est sur une unité de regard. Donc, vous allez dire, j'ai un regard tous les 80 mètres. Donc, sur 120, j'en ai un, limite 2, par exemple. Voilà. Donc, j'avais pas prévu de vous le montrer aujourd'hui, mais ça se fait relativement facilement une fois qu'on est sur des logiciels de modélisation bâtiment. Merci Audrey. Donc Sophie C avait précisé que c'était selon l'ISO 14001. Alors, l'ISO 14001, elle définit en fait les grandes règles de l'analyse de cycle de vie. Pas forcément pour un ouvrage, pas forcément pour faire la somme des analyses de cycle de vie, mais c'est vraiment comment est-ce que globalement on fait l'analyse de cycle de vie. Quand on veut faire l'analyse d'un ouvrage, et notamment des bâtiments, la norme en vigueur, c'est la 15978. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question ? Mais sinon, pour continuer sur le sujet, il y a actuellement une norme qui est en cours, qui ferait le pendant de la 15978 et qui serait spécifique pour le génie civil et le TP. Je me souviens plus du numéro, mais c'est possible de vous le renvoyer si jamais vous voulez le connaître. Très bien. Alors, je vais juste apporter des précisions sur la fin de ce webinaire. Sachez que vous pourrez accéder au replay du webinaire suite à cette présentation. Vous pourrez également télécharger la présentation qui vous a été faite et accéder aux différentes coordonnées d'Audrey et de Lionel. Bien évidemment, si vous avez une question, ils seront là pour y répondre avec plus de détails si besoin. A priori, pas de questions supplémentaires. Audrey, Lionel, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter ? Non, si ce n'est que voilà, vous pouvez donc effectivement trouver toutes nos fiches sur le site du CERIB et vous pouvez aussi trouver le logiciel Auduc dont j'ai parlé sur le site du CERIB ou alors sur le site assainissementdurable.com. Très bien, merci. Visiblement, plus de questions. Donc, je propose à tout le monde de terminer ce webinaire. Merci Audrey, merci Lionel. À tous, merci aussi d'avoir assisté à notre webinaire. Si besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous. On saura vous apporter des réponses. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous. Au revoir.